Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet sans plus tarder. Donc, ce webinaire a pour objectif de parler d'une chose qui est de la maîtrise de l'oxygène dans les vins rouges, tant au niveau du vieillissement que de la vinification. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir deux experts avec nous. Nous avons Laurent Fargeton de la société Vivelis. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Et Alexandre Ponce qui collabore avec le bouchonnier Diam. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Alors, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez été amenés à travailler ensemble? Oui, et simplement, chez Vivelis, nous avons construit notre savoir-faire autour de la maîtrise de l'oxygène en vinification et en élevage. Et c'est nous, tout naturellement, que nous avons collaboré avec Diam, qui de son côté a également travaillé sur l'apport de l'oxygène via l'obturateur. Donc l'association de ces deux savoir-faire permet désormais une meilleure maîtrise de ce qui est crucial pour les vins rouges, notamment ceux destinés à une conservation longue. Ok, donc une collaboration gagnant-gagnant sur des thématiques communes. Laurent, on va démarrer avec vous. Je vous donne la parole pour commencer. Est-ce que vous pouvez peut-être tout d'abord vous présenter rapidement? Oui, bien entendu. Donc, je suis Laurent Fargeton et je travaille pour Vivelis depuis 17 ans et j'y occupe désormais le poste de directeur du développement. Mais au cours de ma carrière chez Vivelis, j'ai été amené également à occuper des fonctions plus commerciales qui m'ont conduit à conseiller des caves dans des zones très variées en France, avec la vallée du Rhône, la Provence, la Bourgogne, et à l'international, la Suisse, les pays de l'Europe de l'Est. Donc, des zones avec des variétés très importantes de cépages, parfois des cépages inconnus en France. Et à cette occasion, j'ai pu voir tous les bénéfices de l'apport d'oxygène sur des styles de vin très divers et surtout la nécessité d'adapter cet apport au cas par cas. Donc cela m'a conduit à considérer que la gestion de l'oxygène devait être cohérent du début jusqu'à la fin de l'élaboration, y compris dans le choix de l'obturateur, et c'est pour ça que cette collaboration avec Diam fait tout sens. Alors, voilà. Bien, merci. Du coup, on y va. Et j'ai une première question pour vous. Pourquoi est-ce que c'est important d'apporter de l'oxygène au vin rouge? Et surtout, quels en sont les bénéfices? En fait, cette mise en avant de l'importance de l'apport d'oxygène, elle ne date pas d'hier. Et je dirais même, c'est Pasteur lui-même qui, il y a 150 ans, en avait fait la démonstration. À cette époque, il avait affirmé, et c'est toujours vrai, que l'oxygène permettait de modifier les caractéristiques acerbes du vin nouveau et de faire disparaître les mauvais goûts. Alors depuis, la connaissance œnologique a permis de mieux cerner justement ces impacts de l'oxygène, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et je dirais que l'oxygène a une mauvaise presse depuis une vingtaine d'années, notamment avec l'avènement des méthodes hyperprotectrices qui ont lieu notamment en vinification blanc et rosé, et parfois sur certains vins rouges. Donc l'oxygène a eu tendance à être diabolisé sur son côté oxydant. Cela étant dit, les bénéfices de l'apport d'oxygène, quand ils sont maîtrisés, sont nombreux. Et en premier lieu, je dirais qu'il va permettre la diminution des caractères négatifs des vins, et en particulier la perception du caractère végétal et de la réduction. Mais il va aussi permettre de révéler le potentiel des vins rouges, c'est pour ça que c'est le sujet d'aujourd'hui, avec notamment une augmentation de la souplesse et de l'harmonie en bouche, mais aussi une meilleure stabilisation du profil dans le temps. Alors, bien sûr, pour obtenir ces résultats, il faut bien maîtriser les apports d'oxygène. Si on n'en apporte pas assez, on risque de conserver le caractère du vin initial et du coup d'avoir peu de bénéfices par rapport à l'apport d'oxygène. En revanche, et c'est aussi un autre sujet, si on en apporte trop, on peut aller vers des directions oxydatives et vers la production de molécules qui vont ruiner le potentiel aromatique du vin et banaliser son style. Donc tout ça, ce sont des éléments que nous avons pris en compte chez Vivelis depuis 25 ans, puisque c'est un sujet qui est vraiment fondateur chez nous. Et désormais, nous avons une meilleure connaissance, je dirais, sur les limites à ne pas dépasser pour rester vraiment dans le cadre positif de l'utilisation de l'oxygène. Ok, et comment fonctionne l'apport d'oxygène lors de la vinification des vins rouges? Alors, avant de rentrer dans le détail vraiment du fonctionnement, il faut d'abord faire la différence entre les différentes méthodes, les différentes manières d'apporter l'oxygène au vin. Avec le même composant, entre guillemets, on peut avoir des résultats totalement différents selon la façon dont on l'injecte dans le vin. Donc, en fait, il va y avoir deux types d'apports principaux.
Le premier, je dirais, c'est un apport très rapide qui va durer que quelques minutes, quelques heures, et qui va occasionner pour le vin un transfert d'oxygène important. Alors, c'est ce qu'on appelle l'oxygénation ponctuelle et qui peut être symbolisée par le soutirage des vins pendant l'élevage ou par les remontages aérés pendant les vinifications. La seconde, elle est beaucoup plus douce et elle est réalisée sur une échelle de temps plus longue. On parle de semaines, on parle de mois de contact. Et je dirais que la symbolisation de cet apport, c'est l'élevage en barrique avec l'oxygène qui va passer par les trous de bonde en particulier et qui va apporter de l'oxygène de manière très lente. Mais c'est aussi celle qu'on va pratiquer en cuve avec des systèmes de micro-oxygénation tels que ceux qu'on vend chez Vivelis sous la gamme Visio. Alors, c'est important de différencier ces deux apports. C'est pour ça que je voulais faire un premier préambule là-dessus, parce qu'en fait, les effets vont être totalement différents. Avec l'oxygénation ponctuelle, en fait, on va introduire une quantité d'oxygène très importante dans un temps très court. Et donc, tout ce qui peut consommer l'oxygène dans le vin va le faire, que ça soit positif ou négatif. Notamment si on surdose cet apport d'oxygène, là, on va pouvoir avoir des réactions d'oxydation. En revanche, c'est une opération, un apport qui est très intéressant parce qu'il va mettre en œuvre des réactions chimiques rapides, immédiates, et il va aussi avoir un effet de ventilation à cause du flux d'oxygène qui le rend très intéressant et très efficace pour gérer, par exemple, la réduction des vins en vinif ou en élevage. Pour ce qui est de l'oxygénation continue, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut apporter une quantité qui peut être importante, mais par contre, on va le faire sur une durée très longue. Et du coup, le type de réactions qu'on va mettre en jeu sont totalement différentes. C'est plutôt des réactions lentes et qui vont avoir pour conséquence les bénéfices qu'on a évoqués un peu plus tôt. Donc, c'est très important en fait d'être capable de faire la différence entre les deux. Et je dirais que, et c'est le principe fondateur de l'apport d'oxygène continu, c'est pour rester dans ce cadre-là, il faut systématiquement essayer d'introduire l'oxygène à une vitesse qui est toujours inférieure à celle de la consommation par le vin. Donc, en théorie, avec ce type d'apport, il ne peut pas y avoir de cumul d'oxygène sous forme d'oxygène dissous, ce qui est le cas de l'oxygénation ponctuelle. C'est son objectif d'ailleurs. Donc, on va, grâce à ça, pouvoir mettre en jeu des réactions lentes, comme je le disais précédemment, qui vont mettre en jeu principalement deux composants très connus et très importants dans les vins rouges, qui sont les anthocyanes et les tanins. Et c'est grâce à cette association, notamment avec d'autres composants intermédiaires, l'éthanal en particulier, qu'on va pouvoir obtenir cette stabilisation de la couleur et cet arrondissement des tanins qu'on a mis en avant plus tôt. Alors, parmi les règles en fait les plus importantes, il faut donc respecter le besoin du vin. Et donc, si on respecte ce besoin du vin, on va effectivement avoir ces effets bénéfiques. L'augmentation de la couleur, une augmentation de sucrosité et une diminution de sécheresse. Donc, un équilibre, je dirais, plus rond, plus harmonieux. Une meilleure stabilité dans le temps, tout simplement parce qu'on va renforcer, grâce à cet apport lent, la résistance à l'oxydation des vins. C'est pour ça que cet apport d'oxygène maîtrisé va être capital quand on part de vin de garde, puisqu'on verra plus tard que cette garde peut être aussi très contributive en termes d'apport d'oxygène. Alors, si on ne respecte pas les besoins des vins, donc soit en apportant trop, soit trop vite, mais dans ce cas-là, on va pouvoir avoir des risques effectivement de sortir un petit peu de ce cadre et de produire des complexes qui vont augmenter la sécheresse des vins, augmenter également la couleur jaune des vins, qu'on va avoir un petit côté tuilé qui peut apparaître plus rapidement. Et surtout, on pourra produire des arômes d'oxydation comme la MND dont Alexandre va parler un peu plus tard dans ce webinaire. Alors, par rapport à ça, il y a donc cette règle, je dirais, de respect de la vitesse d'introduction par rapport à la vitesse de consommation. Toutefois, on a quand même une possibilité, je dirais, d'ajuster ces dosages et notamment de jouer, entre guillemets, sur la quantité apportée pour orienter le profil, le style du vin dans une direction que l'on souhaiterait. Donc, à la cave expérimentale, par exemple, nous sommes tous équipés, la cave expérimentale de Vivéli, je dirais, qui est à Montpellier. Nous avons donc un certain nombre de cuves d'expérimentation qui sont équipées de systèmes de micro-oxygénation. Et depuis 5 ans, nous avons développé sur notre gamme Visio un programme qui va permettre en fait d'aider l'utilisateur à utiliser l'oxygène sans avoir besoin de l'expérience historique que l'on a pu développer par ailleurs. Et donc, on va avoir deux types de programmes qui vont cohabiter sur ces outils, qui sont des programmes de type fruité, dont l'objectif est vraiment de garder le côté fruitier, variétal, initial, et d'arrondir la bouche.
Et à côté de ça, des programmes plutôt structurés, où là, on va avoir un effet à la fois sur l'aromatique et à la fois sur la bouche. Donc, sur la diapo que je présente actuellement, on a donc une comparaison sur une même base de vin, un vin de Bordeaux, un Cabernet Sauvignon, plutôt récolté sur un caractère variétal, frais, voire végétal, et sur lequel on a appliqué ces deux programmes. Donc en Bordeaux, on voit le programme fruité, et en jaune orangé, on voit le programme structuré. Donc ce qu'on peut voir, c'est effectivement quand on est sur ces programmes fruités, on va avoir un effet qui sera principalement au niveau de la bouche, avec plus de gras, plus de viscosité et un changement en fait des types de tanins qui vont passer de ce côté rustique, rugueux, vers quelque chose d'un peu plus enrobé, soyeux. Et quand on applique le programme de type structuré, ben là, on va avoir à la fois une poursuite de ces effets en bouche, mais également, on va avoir un impact assez important sur la diminution de la perception du végétal et aussi sur la maturité. Donc, on voit bien que on a, en dehors de la règle, je dirais, que j'ai établie précédemment, respect de la vitesse d'introduction et vitesse de consommation par le vin, une latitude importante dans l'utilisation de l'oxygène et qui permet vraiment en fait de pouvoir ajuster aux besoins ces apports d'oxygène pour obtenir des styles vraiment maîtrisés et pas du tout standardisés. Et comment on fait pour déterminer ce besoin? Alors, c'est sûr que l'expérience est capitale et je dirais que moi, personnellement, quand je suis rentré chez Violis, il m'a fallu bien 2-3 ans pour arriver à déterminer à peu près les dosages qui étaient nécessaires pour chaque cépage. Donc, le cépage a de fait une influence importante et on ne va pas du tout travailler sur une Syrah que sur un Pinot Noir. Donc, par exemple, sur cette diapositive, je vous ai représenté une liste non exhaustive de cépages qui sont classés en fait en fonction de leur niveau de résistance à l'oxygène. Et donc, assez naturellement, on voit des cépages comme la Syrah, le Tanat de Madiran, les Cabernet Sauvignon, les Carmenère, qui sont classés plutôt dans les cépages résistants. En partie, je pense, en relation avec leur concentration en anthocyanes qui est assez importante. Et à l'inverse, à l'opposé, on va retrouver de manière assez nette des cépages dits sensibles, dans lesquels on va retrouver, sans surprise, le Pinot Noir, les Grenaches, le Sangiovese italien, parce qu'effectivement, sur ces cépages-là, comme on a une quantité d'anthocyanes qui est plus faible, ben, on aura moins de capacité réactionnelle vis-à-vis de l'oxygène. Alors, c'est pas le seul critère, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est un élément important. Je dirais que les autres critères qui peuvent aussi faire varier cette segmentation, ça va être les conditions du millésime. Donc, on aura un effet millésime qui sera important et on peut se retrouver avec des grenaches, par exemple. Moi, je me rappelle d'une vinification en 2004 où on avait des conditions très favorables à la synthèse d'anthocyanes sur grenache et où on avait des vins qui étaient très résistants à l'oxygène et dont les besoins étaient beaucoup plus importants que la moyenne, je dirais. Donc, ces conditions de millésime peuvent être importantes, la gestion du stress hydrique, tout ça, ça va être important. Et je dirais que le plus important, ça va être aussi le choix de la date de récolte, qui est souvent synonyme, en fait, une date de récolte précoce est souvent synonyme d'une résistance à l'oxygène qui est plus importante. Donc, chez Vivilis, en fait, pour justement faciliter cette compréhension, sortir, entre guillemets, du couple cépage, origine géographique qui parfois est un peu réducteur, on a plutôt essayé de travailler sur une approche un peu plus universelle dans laquelle les vins sont classés selon leur niveau de maturité et leur niveau de concentration. C'est ce qu'on appelle la matrice vin. Alors derrière ce mot parfois un peu barbare, on va voir effectivement sur cette diapositive en fait un classement avec un niveau de maturité qui va vers une sous-maturité sur la gauche vers une surmaturité sur la droite et un niveau de concentration de faible vers élevé suivant l'axe vertical. Et ce qu'on peut voir, et ce sont des données qu'on a construites par le biais de notre expérience et qui ont été intégrées dans nos programmes de l'assistant visio dont je parlais précédemment, c'est qu'en fait, en fonction de l'endroit où se situe le vin, la quantité d'oxygène qu'on va lui apporter pour obtenir des effets bénéfiques, ça veut dire qu'on peut aller bien au-delà de cette quantité-là en termes d'apport, mais là, on aura des réactions négatives et donc des effets négatifs. Il est très variable en fonction de l'endroit où on se situe dans la matrice. Et si on est sur le quart gauche supérieur, on voit qu'on a entre 15 et 40 mg d'apport d'oxygène nécessaire, alors que pour un pinot noir, par exemple, qui serait situé dans une zone chaude, un pinot noir, par exemple, de Carneros
en Californie, eh bien, on pourrait se retrouver avec des besoins qui sont beaucoup plus faibles parce qu'on est sur un niveau de maturité plus élevé. Alors, sachant que notre expérience, et c'est en relation avec la réactivité des tanins et des anthocyanes, je dirais qu'on va apporter de l'oxygène, mais plus on va l'apporter tôt, et je dirais que ça peut être dès la vinification sous-marc et je dirais avant la malolactique, parce que là, on a des changements de pH, on a pas mal de choses qui changent au niveau du vin qui vont ajuster aussi la réactivité tanin et anthocyanes. Donc, 80% de ces apports doivent être réalisés précocement et avant la malolactique. Est-ce que vous pouvez mettre en perspective ce que cela représente par rapport à des opérations vinicoles plus traditionnelles? Oui, bien sûr. C'est vrai que quand on regarde la diapo précédente et qu'on a en mémoire le 15-40 mg d'apport total préconisé suivant notre expérience, on peut imaginer que c'est quelque chose de très très important au regard des valeurs qu'on peut avoir en tête. Alors, il se trouve que maintenant, on a une connaissance assez fine, je dirais, de la contribution oxygène de tout un tas d'opérations, entre guillemets, traditionnelles. Et finalement, quand on les compare, ces 40 mg à ce qui peut avoir lieu en vinification ou en élevage, c'est pas si important que ça. Par exemple, si on regarde les fermentations, par le biais des remontages aérés ou des soutirages qu'on peut faire pendant cette période-là, on peut vite atteindre un 20 mg par litre au total sur ce type d'opération. Donc, c'est la moitié, en gros, de ce que nous, on préconise, par exemple, sur les matrices en sous-maturité et concentrées. L'élevage, lui aussi, va avoir une forte contribution, et notamment l'élevage en barrique, où on peut aller jusqu'à 40 mg d'apport total sur un élevage de 1 an. Donc, on peut aussi avoir des apports plus réducteurs, mais si on est sur des apports assez importants, avec des fréquences de houillage plus faibles, on peut se retrouver avec ce genre d'apport également. Et je dirais que la contribution la plus importante, et c'est pour ça que ce webinaire a aussi du sens à associer les savoir-faire de Diam et de Vivilis ensemble, c'est la contribution du bouchage. Et elle est de deux ordres. La première, c'est la contribution immédiate au moment du bouchage. Et là, on va avoir une grosse variabilité, puisqu'on peut très bien ne pas avoir de contribution sur certains types d'obturateurs, mais on peut très bien aller aussi jusqu'à 60 mg apportés par bouteille par l'opération de bouchage sur des obturateurs très perméables, on peut arriver à ces valeurs-là. Et sur la partie de vieillissement, là également, en fonction du niveau de porosité que l'on a choisi dans son obturateur, sur une dizaine d'années d'élevage, bon, c'est une valeur très arbitraire, mais voilà, on peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milligrammes d'apport d'oxygène sur le vin. Donc, si on se rappelle en fait les valeurs que je vous ai communiquées sur notre diapositive matricielle, où on voyait qu'on avait des apports qui étaient globalement en dessous de 40 mg d'apport total, on voit bien que sur certains vins dits fragiles, si on ne maîtrise pas les apports d'oxygène, même dans les opérations traditionnelles, on peut vite dépasser les besoins du vin et du coup obtenir des résultats négatifs avec des évolutions accélérées et des réactions très négatives. A contrario, si on est sur une matrice de vin qui est très consommatrice de l'oxygène et qui en a besoin et qu'on est sur une gestion très réductrice de l'élevage, où on essaie de se mettre au minimum sur toutes les opérations que je vous ai indiquées, ben là, on pourrait se trouver au contraire dans un cas de figure où on n'apporte pas assez d'oxygène par rapport aux besoins des vins et du coup avoir là des effets qui sont atténués par rapport à ce que le vin aurait besoin. Donc, en résumé, s'il devait y avoir 3 points à retenir sur ma première partie, avant de passer le relais à Alexandre qui vous donnera plus d'informations sur la partie bouchage et vieillissement, je dirais que même si depuis une vingtaine d'années, on a eu tendance à diaboliser l'oxygène et à privilégier des processus plutôt protecteurs, pour ma part, il me semble indispensable d'avoir un regard un peu plus raisonné et de considérer que l'oxygène peut être important au développement et à la stabilité des vins, et en particulier pour ceux qui sont destinés à un vieillissement en bouteille, parce qu'on l'a vu jusqu'avant, c'est une opération qui peut fortement contribuer à l'apport d'oxygène, et du coup, si le vin n'est pas préparé à ça, il peut y avoir des évolutions qui sont importantes. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de règle standard. En fait, on ne peut pas dire pour tout vin, c'est telle quantité qu'on va devoir apporter pour avoir des effets bénéfiques. En fait, pour ce qui est de l'oxygène, il faut ni trop peu, ni trop d'oxygène pour éviter l'apparition de caractères oxydatifs
ou au contraire le maintien des caractères négatifs dont on a parlé, la perception du végétal ou les caractères réducteurs. Donc, il faut être capable d'ajuster cette quantité-là. Et pour l'ajuster, il faut tenir compte des principaux paramètres qui vont avoir une influence, qui sont le choix de la date de récolte et le style du vin, bien entendu. Est-ce qu'on veut plutôt quelque chose de fruité ou au contraire quelque chose de structuré avec de la maturité? Et bien entendu, l'objectif de garde qui va avoir une influence sur la méthode de vinification et d'élaboration des vins et qui doit être également cohérent avec le choix de l'obturateur qu'on va mettre derrière. Donc, c'est la maîtrise de cet élément qui, pour moi, est un élément majeur. Plutôt que de dire il faut de l'oxygène ou pas de l'oxygène, pour moi, c'est en gros, il faut de l'oxygène, mais il faut pouvoir l'ajuster au fur et à mesure ou en fonction des besoins au cas par cas. Eh bien, merci Laurent pour cette présentation. Avec plaisir. Alors moi, je pense que s'il y a une phrase vraiment qu'il faut retenir, c'est le ni trop, ni trop peu. Je crois que là, on est vraiment en plein dedans parce que ça rappelle aussi que vinifier des vins, c'est faire avec l'existant, le millésime, ce que Dame Nature nous apporte. Et c'est aussi beaucoup des choix humains et donc une quête d'équilibre, mais aussi une question d'expérience. Et puis, on va maintenant prendre peut-être une ou deux questions de nos auditeurs. Il y avait Bastien qui demandait s'il serait possible d'apporter des valeurs types de débit d'absorption de l'oxygène par le vin et en conséquence le débit de l'apport apporté, mais je pense que la slide avec toutes les mesures là y a répondu. Et aussi Alix qui se demandait si ces doses sont valables pour un mois ou toute la durée de l'élevage. C'est pareil, la durée était précisée ensuite sur la slide. Il y a aussi une autre question. Donc, vous dites que les récoltes précoces permettent d'obtenir des vins plus résistants à l'oxygène que ceux obtenus lors de récoltes plus tardives. Pourquoi ? Alors, bon, il y a toujours des possibilités d'avoir des cas contraires, mais en général, effectivement, on a constaté dans notre expérience que dès qu'on était sur des récoltes en sous-maturité, alors ce que nous, on appelle parfois en interne des récoltes sur les fenêtres fruits frais, on avait des réactivités à l'oxygène qui étaient plus importantes que celles qu'on obtenait avec des récoltes en fruits mûrs, en maturité normale ou sur maturité. Alors, la raison, en fait, de cette caractéristique est souvent liée à l'évolution des tanins et des types tanniques que l'on va trouver sur ces deux types de récoltes. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ont récolté sur ces fenêtres fruits frais ou sur ces fenêtres fruits mûrs, on sait bien naturellement que les types de tanins qu'on va avoir dans ces deux cas sont totalement différents, avec un côté des tanins qu'on peut appeler, bon, la sémantique peut changer d'une zone à une autre, mais plutôt rustique, rugueux, asséchant. C'est à peu près les termes qu'on peut écouter en général. Et à l'opposé, on va avoir des choses plutôt sur le côté rond, soyeux, ferme, quand on est sur des récoltes un peu plus poussées. Alors, dans la réalité, il s'avère qu'il n'y a pas vraiment de changement de structure chimique de ces tanins. En tout cas, les informations qu'on a jusqu'à maintenant nous prouvent qu'il n'y a pas de différence. Et donc, l'hypothèse que l'on a, c'est qu'en fait, au cours de la maturation du raisin, ces structures chimiques qui ont ces capacités d'association avec l'oxygène vont être également perturbées par la libération en fait dans la pulpe et dans le raisin, je dirais, de polysaccharides du raisin qui vont venir englober, entre guillemets, ces sites d'association. Donc, c'est aussi ça qui explique le côté plus rond, en fait, de ces tanins, plus on va en maturité. Et la conséquence de ça, c'est le fait qu'il y aura beaucoup moins de sites d'association disponibles pour l'oxygène pour créer ces ponts entre les tanins et les anthocyanes. Et donc, les deux éléments clés, c'est que plus on va aller sur une maturité importante, moins on aura de sites d'association disponibles, donc le vin en aura moins besoin. Et l'autre conséquence, c'est que comme on sera moins capable d'associer les tanins et les anthocyanes parce qu'il y a moins de sites disponibles, on aura une stabilité de la matière colorante en particulier qui sera plus faible que si on apporte la bonne dose et la bonne quantité sur des maturités un peu plus précoces. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont réellement liés en fait à tous ces phénomènes qui ont lieu à l'intérieur de la baie de raisin pendant la phase de maturation. Et c'est pour ça que le choix de la date de récolte est primordial pour les décisions qu'on pourra mettre en place ensuite dans le cadre de l'élaboration des vins et de l'élevage des vins. Ok, bon on continuera à prendre des questions et à y répondre à la fin de notre présentation parce que maintenant nous allons passer la parole à Alexandre. Alors Alexandre, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Ponce, je suis œnologue, chercheur en œnologie et donc chargé de recherche à l'Institut des sciences de la vigne et du vin dans l'unité de recherche œnologie. Mon activité de recherche est intégralement, oui, pour partie, on va dire, dédiée à l'étude de l'effet de l'impact de l'oxygène sur la qualité des raisins, des bois de chêne, mais également des vins. Et plus particulièrement, ce qui va nous concerner aujourd'hui, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'impact de l'oxygène sur l'évolution aromatique des vins rouges au cours du vieillissement. Ok, avant de commencer, est-ce qu'il serait possible de définir ce qu'on entend par l'évolution, le vieillissement aromatique des vins et surtout leur aptitude à la garde? Eh bien oui, Audrey, il en va du vieillissement des vins comme celui des hommes, à savoir rester jeune le plus longtemps possible. Pour les vins, cela peut s'exprimer comme l'aptitude à conserver le fruité de leur jeunesse, tout en développant des nuances spécifiques propres à un cépage, à un terroir. Et tous ces attributs olfactifs concourent au final à ce que l'on appelle la complexité du vin. Dans le langage courant, il est fréquent de parler du vieillissement des vins. Mais pour être plus précis, il serait judicieux de parler des vieillissements au pluriel, tant l'évolution du vin est intimement liée à de nombreux paramètres dont l'impact peut moduler l'expression d'un cépage, d'un terroir, voire dans certains cas amener le vin vers au contraire une banalisation, une standardisation de son arôme. On peut définir ce juste équilibre entre une composition intrinsèque singulière, des conditions d'élevage maîtrisées et une qualité de l'obturateur contrôlée et surtout stable sur le long terme. Si on regarde sur la prochaine diapositive, on peut structurer cette aptitude au vieillissement comme deux composantes, c'est-à-dire une composante intrinsèque liée à la composition du vin, son niveau d'acidité, sa quantité de tanins, sa quantité de précurseurs d'arômes, et également une composante environnementale, autrement dit composante extrinsèque, que l'on a décrite précédemment, dans lequel on va retrouver les conditions de conservation et les conditions de bouchage. Cette aptitude au vieillissement peut aboutir soit à la formation de tonalités aromatiques responsables, spécifiques d'un cépage, d'un terroir. On parle alors du développement d'un bouquet de réduction. On retrouve également le pendant, c'est-à-dire l'évolution oxydative banalisante, qui est systématiquement liée à une présence, une quantité d'oxygène importante qui amène au contraire le vin vers une banalisation de son arôme. Là, pour ce qui est des vins rouges, on va spécifiquement parler de tonalités rappelant le fruit cuit, la figue sèche ou même les raisins secs. Comme on peut le voir sur la diapositive suivante, la recherche en œnologie s'est attachée depuis de très nombreuses années à identifier des marqueurs moléculaires responsables de ces tonalités aromatiques. Tonalités aromatiques responsables justement des défauts d'oxydation, mais également de molécules contribuant à l'émergence de ce que l'on appelle le bouquet de réduction. Parmi toutes les molécules qui ont pu être identifiées à ce jour, je vous en ai sélectionné deux pour illustrer mon propos aujourd'hui. Nous allons tout d'abord trouver le 3-mercatohexanol, 3-sulfanylhexanol, à odeur d'agrumes, le 3-SH, et le DMS, qui rappelle la truffe. Pour ce qui est de l'évolution oxydative, nous illustrerons ce type d'évolution par le dosage d'une molécule qui a été identifiée récemment dans le milieu de fin des années 2000, qui s'appelle la 3-méthyl-2,4-nonandiol, et par simplicité, vous comprendrez que nous l'appellerons par son petit acronyme, la MND. Cette molécule rappelle le pruneau et la figue sèche. Et donc, l'objectif aujourd'hui est d'illustrer le vieillissement des vins par le dosage de ces trois molécules. Donc, comme on peut voir sur la diapositive suivante, elles vont à la fois être responsables de ce que l'on appelle le bouquet et le vieillissement aromatique défectueux. Donc, pour illustrer ce travail, nous avons conduit une expérience. Nous avons lancé une expérience il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Cette expérience visait à étudier sur le long terme l'évolution des vins rouges.
nous avions sélectionné 3 vins rouges du millésime 2006 que nous avions classés en 3 catégories, garde faible, moyenne et forte. Le vin garde faible était un Bordeaux, assemblage majoritairement de Merlot, qui avait été élevé en cuve. Le garde moyenne était un vin de Grave avec plutôt élaboré à partir de Merlot et de Cabernet Sauvignon élevé en fût. Et le vin qualifié de garde forte était un vin plutôt à base de Cabernet Sauvignon, élevé cette fois-ci en fût. Ces vins ont été bouchés par différents types d'obturateurs. Différents types d'obturateurs qui ont des propriétés mécaniques et surtout des propriétés techniques de barrière à l'oxygène différentes. Cette barrière à l'oxygène peut être exprimée par la mesure de ce que l'on appelle l'OTR, Oxygen Transfer Rate, qui correspond à la quantité d'oxygène apportée par le système d'obturation au cours du vieillissement. Alors, comme vous le voyez sur cette diapositive, la gamme d'obturateurs sélectionnés avait des OTR compris entre moins de 1 mg d'oxygène par an à plus de 6 mg, 5 mg d'oxygène par an, sachant que le liège naturel, par définition, n'a pas d'OTR connu. La seule gamme que l'on peut communiquer, c'est que l'OTR du liège naturel est compris entre quelques dixièmes de milligrammes à plus de 40 mg par an. Donc une très large gamme d'OTR. Et donc nous avons suivi l'évolution de ces vins à la fois de façon analytique, par le dosage de marqueurs moléculaires de la qualité et des défauts des vins, mais également nous avons évalué d'un point de vue sensoriel l'évolution de ces vins en évaluant le niveau d'oxydation et bien sûr aussi ce qui nous intéressait dans le cadre de ce projet, le niveau de préférence évalué par un jury de dégustateurs, bien sûr, et habitués à déguster des vieux vins. Donc, comme on peut le voir sur la diapositive suivante, le premier marqueur que nous avons suivi, c'est l'AMND. Donc, AMND qui est un marqueur d'oxydation, je le rappelle. Dans cet exemple, nous avons suivi l'évolution de cette molécule durant 10 ans. Donc, nous avions réalisé des dosages à intervalles réguliers, le plus souvent tous les ans, et nous avons dosé cette molécule voilà, sur une étape de 10 ans. Comme on peut le voir, l'évolution de cette molécule suit il y a deux niveaux. La première phase correspond à un impact du vin, c'est-à-dire que jusqu'à 5 ans, l'impact de l'obturateur, pour ce qui est des 3 obturateurs sélectionnés ici, à savoir liège naturel, le diam 30 et un diam 5 P015, eh bien, n'impacte peu la formation de la MND. Mais après 5 ans, on voit de façon très nette que l'obturateur le plus imperméable à l'oxygène, en l'occurrence ici le diam 30, eh bien, permet de limiter la formation de ce marqueur d'oxydation. Et ce même résultat, on l'observe pour le vin de garde forte, à savoir que durant les 5 premières années de la vie du vin, eh bien, les 3 obturateurs sélectionnés n'ont au final que peu d'impact sur l'évolution oxydative du vin rouge, mais par contre, après 5 ans, on voit se manifester un impact très fort de l'obturateur. Et encore une fois, pour le vin de garde forte, à majorité Cabernet Sauvignon, eh bien, encore une fois, l'obturateur le plus imperméable à l'oxygène présente les teneurs en MND les plus faibles. Alors maintenant, ce qui est intéressant de remarquer, c'est d'évaluer ce qui se passe à 10 ans. Après 10 ans de conservation, nous avons cette fois-ci, sur cette diapositive, je vous présente l'ensemble des résultats de tous les obturateurs, donc comprenant à la fois les capsules à vis, l'ensemble des synthétiques et des lièges naturels pour le vin de garde faible et le vin de garde forte. Et ce qui est intéressant de remarquer dans cette diapositive, c'est la gamme de concentration à MND retrouvée pour les 2 types de vins, quel que soit l'obturateur. On voit que pour le vin garde faible, la teneur moyenne en MND tourne autour des 200 nanogrammes par litre, alors que pour le vin de garde forte, on arrive juste au seuil de détection qui est de 62 nanogrammes par litre. Donc on voit ainsi se dessiner de façon très très nette l'impact de la matrice. On voit également apparaître l'impact de l'obturateur. On voit que sur le vin garde faible, les gammes de concentration à MND sont comprises entre 150 à plus de 220 nanogrammes par litre. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est et surtout de comparer les résultats obtenus au début de l'expérience à ceux après 10 ans de conservation.
Et donc ça, vous allez trouver cette information dans le bas de la diapositive où je vous ai reporté les teneurs en MND du vin à garde faible et du vin à garde forte au début de l'expérience. Au début de l'expérience, le vin garde faible avait une teneur en MND de 8 nanogrammes par litre. Cette teneur est extrêmement faible, mais nous avons été capables de la détecter. Alors que pour le vin à garde forte, eh bien, la MND n'était pas détectable. Eh bien, cette structuration, à savoir une quantité plus importante de MND dans le vin garde faible par rapport au garde forte, eh bien, nous la retrouvons après 10 ans de conservation. Cela montre tout simplement l'intérêt de pouvoir doser cette molécule de façon précocement comme un indicateur de l'aptitude à la conservation du vin rouge. Alors, on a parlé abondamment de l'évolution oxydative des vins rouges. Maintenant, je pense qu'il serait intéressant de regarder ce qui se passe au niveau des marqueurs du bouquet de réduction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et sur la diapositive suivante, nous allons mettre en relief justement l'impact et l'évolution de ces molécules selon le type d'obturateur. C'est-à-dire qu'après 10 ans de conservation, nous avons analysé l'ensemble des échantillons, l'ensemble des obturateurs, et nous avons dosé le 3-mercaptohexanol et le DMS. Alors, sur le vin garde faible, on voit de façon très nette que l'obturateur impacte la concentration en 3SH. Je rappelle que le 3SH étant un thiol volatile, il est très sensible au phénomène oxydatif. Et donc, il n'est pas étonnant de remarquer que plus l'obturateur va être perméable à l'oxygène, plus la concentration en 3SH va être faible. Pour ce qui est du DMS, les concentrations retrouvées sont faibles et très peu affectées par l'obturateur. Et le résultat est plutôt cohérent avec ce qui est reporté dans la littérature. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe pour le vin garde forte, donc élaboré majoritairement à base de Cabernet Sauvignon, eh bien cette fois-ci, et de façon très surprenante, l'obturateur n'impacte on va dire très peu la teneur en 3SH du vin garde forte, ce qui montre justement l'impact de la matrice, de la capacité du vin à absorber l'oxygène et à protéger en quelque sorte la teneur résiduelle en thiol volatile. Pour ce qui est du DMS, les teneurs ne sont toujours pas impactées par l'obturateur, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans ce vin garde forte, elles sont beaucoup plus importantes que le vin garde faible et illustrent très probablement la capacité de ces vins à développer un bouclier de réduction. Alors bien sûr, on est en dessous du seuil de détection, mais il n'est pas exclu qu'au cours du temps, eh bien, cette molécule dépasse le seuil et concourt avec le 3SH résiduel à la formation d'un bouclier de réduction. Alors maintenant, on a beaucoup parlé de molécules, on a beaucoup parlé d'évolution de ces molécules, mais qu'en est-il, on va dire, du juge de paix, à savoir nos sens? Nous avons soumis, alors pour ce qui est du garde forte, je vais illustrer mon propos en sélectionnant le vin garde forte. Nous avons soumis ce vin, les 4 échantillons, les 4 obturateurs, à un jury de professionnels et nous avons demandé à ce jury de professionnels d'évaluer l'intensité du caractère oxydé de ces vins et bien sûr, nous avons aussi collecté leurs préférences. Eh bien, à l'issue de cette dégustation, eh bien, les tests sensoriels se sont révélés non significatifs, c'est-à-dire que le jury n'a pas été capable de discriminer les vins selon l'intensité du niveau d'oxydation. Et bien sûr, aucune préférence n'est ressortie. Ok, et si on s'en réfère à ces résultats, du coup, est-ce qu'on peut dire que des obturateurs à faible OTR n'ont pas d'effet sur l'arôme des vins de grande garde et même après 10 ans de conservation? Alors effectivement, si l'on s'en tient à ce résultat-là, on pourrait très facilement conclure cela. Mais notre surprise quand même fut telle que nous avons décidé de poursuivre nos investigations en travaillant plus précisément sur 2 types d'obturateurs dont on connaît précisément l'OTR. Et ces obturateurs sont le Diam 30 P007 et le Diam 5 P015. Et nous avons sélectionné ces 2 obturateurs et nous avons présenté à un jury de dégustateurs professionnels ces 2 vins sous forme de test triangulaire. Donc, 1 parmi 2. Eh bien, cette fois-ci, notre jury de professionnels
a été capable de distinguer de façon très nette ces vins entre eux, quand bien même le niveau d'OTR était, était proche. Ce qui signifie que, au cours du vieillissement, eh bien, un apport régulier faible d'oxygène permet de moduler de façon significative l'évolution aromatique des vins, sans pour autant faire basculer le vin vers une évolution oxydative. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que parmi les dégustateurs qui ont été capables de distinguer les vins entre eux, eh bien, la moitié préférait le vin le plus imperméable à l'oxygène, le dième 30, tandis que l'autre moitié préférait le vin présentant un OTR un peu plus ouvert, le dième 5 et 0,15. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, encore une fois, ces différences ne sont pas induites par une évolution oxydative, et tout cela nous a amené à poursuivre nos efforts de recherche pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les déterminants moléculaires, quelles étaient les molécules responsables de cette différenciation et de ces tonalités aromatiques. Alors, ce qui m'amène à la conclusion de ce travail, de cette présentation, que l'on peut structurer comme suit. D'abord, la première information, c'est que nous montrons de façon très claire et très structurée que l'OTR impacte sur le long terme l'évolution aromatique des vins rouges. Et bien sûr que la qualité du vin va avoir une incidence justement sur son évolution. Nous montrons aussi de façon très nette l'importance de pouvoir doser la MND, qui est un marqueur d'oxydation, et le potentiel intérêt du dosage précoce de cette molécule permettant potentiellement de prédire l'évolution, le potentiel de garde en quelque sorte de ces vins. Nous montrons également que le choix d'un OTR faible permet de ralentir l'évolution oxydative des vins, mais il permet également, et c'est tout l'intérêt d'un OTR faible et maîtrisé tout au long de la vie du vin, il permet de favoriser le développement des marqueurs aromatiques associés au bouquet de réduction qui, au final, est un élément de différenciation majeur. Et bien sûr, comme je viens de l'indiquer, des travaux sont en cours afin de mieux interpréter, d'un point de vue moléculaire, l'impact de l'obturateur sur l'arôme des vins rouges de grande garde. Alors justement, pour ces grandes gardes, ces vins de grande garde, au final, on montre que la garde n'a rien d'inné, il résulte d'une construction. Une construction souvent savamment orchestrée par le vinificateur, pour laquelle le fondement reste, qu'on le veuille ou non, la qualité du raisin, qui pourrait être modelé, modulé par une juste gestion de l'oxygène au cours de son élaboration, de son élevage et bien entendu de sa conservation en bouteille. Voilà, je vous remercie. Merci Alexandre. Alors, moi, ce que je retiendrai comme élément de cette étude, en fait, c'est que vraiment, même pour le vieillissement des vins en bouteille, qu'ils soient de garde ou non, eh bien, le vinificateur se retrouve à faire des choix. Et j'aimais bien cette slide où il y avait une photo où on voyait un funambule. On sent quand même qu'il peut à certains moments être sur un fil. Et aussi, je retiens cette expression comme quoi le vin, comme les hommes, vieillit, ou plutôt à dévieillissement. Ça, c'est dévieillissement possible. Je trouve que ça permet de réfléchir à ça un peu autrement. Voilà. Alors, qu'en pensent nos auditeurs? Est-ce qu'on a eu des questions? Je regarde. Oui, alors je vois une question. Si j'ai des vins rouges qui réduisent en bouteille, quel choix d'obturateur? Alors, il y a deux aspects. Soit le vin rouge est déjà réduit avant l'embouteillage, donc ça, cela relève d'un problème de vinification, c'est-à-dire qu'une gestion d'oxygène peut adapter aux conditions du millésime ou au cépage. Donc ça, c'est un premier point. Dans ce cas de figure, j'ai envie de dire que le rôle de l'obturateur n'est pas de compenser les manquements que l'on aurait pu retrouver au cours du processus d'élaboration des vins. Même si on travaille en interne sur justement des obturateurs permettant de pouvoir justement compenser cela. Pour ce qui est des vins qui pourraient réduire au cours du vieillissement en bouteille, alors là, effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver et il est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen, aucun marqueur de prédire
l'aptitude du vin à réduire en bouteille. Même si on travaille sur ces sujets-là, la question reste entière. On va dire que pour répondre à cette question, c'est le bon sens du vinificateur peut aussi jouer, à savoir que le vinificateur doit savoir se faire expérimentateur, et s'il est systématiquement s'il rencontre systématiquement des problèmes de réduction de ses vins au cours de la conservation, eh bien peut-être que le choix d'un OTR, d'un bouchon avec un OTR plus important permettrait de compenser cette évolution réductrice du vin. Et dans ce cas-là, la gamme des bouchons Diam permet justement aujourd'hui de pouvoir apporter des réponses. Eh bien, merci. Allez, je vois qu'il est déjà midi moins le quart. On va passer à notre temps de questions-réponses. Laurent est de retour avec nous, parfait. Alors, des questions. Moi, en fait, j'aimerais qu'on revienne au démarrage de ce webinaire. On avait démarré avec un petit sondage et on avait proposé une question. Est-ce que les vins rouges sont moins sensibles à l'oxygène que les vins blancs? Alors, qu'en pensez-vous tous les deux? On a vu sur une de mes diapos qu'on a des vins qui peuvent être très très sensibles à l'oxygène et pour lesquels les besoins finalement totaux qu'on va leur apporter peuvent être assez comparables avec des vins blancs, voire certains vins blancs peuvent largement consommer beaucoup plus d'oxygène que ça. Par exemple, on a des cépages blancs très réducteurs avec des tanins très réactifs comme le chasselas en Suisse qui nécessitent des quantités d'oxygène assez importantes et qui peuvent largement dépasser celles d'un pinot noir. Donc en fait, il n'y a pas une réponse affirmative et nette à cette question. En gros, il y a une variabilité en fait des caractéristiques tanniques des vins blancs et des vins rouges qui fait qu'on va avoir besoin de l'ajuster dans tous les cas. Donc à cette question-là, moi j'aurais dit oui, en général, les vins rouges sont plus résistants que les vins blancs, mais il y a plein de contre-exemples qui peuvent montrer l'opposé. Ok, merci. Alors, j'avais aussi Alix qui nous avait pré-envoyé, lorsqu'il s'était inscrit au webinaire, cette question. Peut-on quantifier les besoins en oxygène d'un vin pendant son élaboration et à partir de quelle concentration est-ce que c'est dangereux? D'accord. Alors bon, c'est la question qui occupe l'esprit de pas mal de vinificateurs depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas de méthode analytique qui permette d'avoir une vraie valeur sur voilà la quantité en milligrammes par litre que le vin a besoin. C'est pour ça que la diapositive où j'ai représenté les besoins par rapport au style est beaucoup construite sur de l'expérience. Alors nous, comme on a développé la micro-oxygénation il y a plus de 25 ans, on a énormément de recul sur énormément de types de vins. Donc ça nous a permis d'affiner par empirisme ces besoins-là. Mais malheureusement, il n'y a pas d'outils analytiques. Comme le disait Alexandre, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille et on recherche. J'espère qu'un jour, on arrivera à mettre au point un équipement qui sera capable de faire ça. Donc, aujourd'hui, il y a plus de l'expérience. Il peut y avoir des méthodes indirectes qui peuvent donner une sorte de bilan sur l'état actuel du vin. Donc, tout à l'heure, Alexandre parlait de la MND qui peut être un indicateur. Vous avez aussi un certain nombre d'équipements qui existent aujourd'hui sur le marché qui vont vous faire des tendances oxydatives, des tendances. Donc, le Polyscan, par exemple, va permettre d'avoir à un moment donné, à un instant T, une information si le vin est sensible ou pas à l'oxygène. Par contre, avec aucun de ces deux méthodes-là, on sera capable de connaître la quantité et donc, du coup, de démarrer le travail d'apport d'oxygène. On ne sait pas exactement comment démarrer. Donc, l'expérience, ça reste un élément clé. Et quant à la question de à partir de quelle concentration c'est dangereux, donc aujourd'hui, le seul indicateur que l'on a à notre disposition, c'est le cumul d'oxygène dissous. Et donc, effectivement, la mesure de l'oxygène dissous au cours de l'élaboration est un élément intéressant parce qu'il va nous donner justement cette information sur est-ce qu'on est toujours dans le cadre de la micro-oxygénation ou de l'apport modéré d'oxygène par rapport à de l'oxygénation violente. Et là, c'est pareil, je dirais que de la même façon que les besoins sont différents en fonction des types de vins, on va avoir des tolérances
plus ou moins importante en fonction des styles. Sur des vins qui sont très concentrés, très résistants, on pourra se permettre d'avoir quelques dizaines de milligrammes d'oxygène dissous sans aucun risque. À l'inverse, sur des vins très fragiles, il faudra être pratiquement avec zéro apport, avec la limite de la mesure aujourd'hui disponible. Souvent, c'est un dixième de milligramme. Et en gros, on se positionnera plutôt sur ces valeurs-là. Vous mentionniez le Polyscan et je vois une question. J'envisage de m'équiper d'un Polyscan. Est-ce que cet outil va m'aider à mieux piloter mes apports d'oxygène en élevage? Est-ce qu'on a un recul en fait sur les méthodes électrochimiques disponibles sur le marché pour mesurer l'obturation? C'est un peu, ça rejoint un peu la question juste avant. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas de méthode analytique et ce type d'équipement va être comme un oxymètre, entre guillemets, va être un outil qui pourra aider à suivre un peu l'évolution de son apport d'oxygène et éventuellement permettre d'ajuster à la marge les dosages d'oxygène. Mais en aucun cas, il va être capable de déterminer la première dose, à quel débit on démarre. Parce que de fait, on voit bien qu'avec les variabilités de besoins qu'on a identifiées, on ne va pas du tout travailler sur les mêmes types de débit. Et donc ça reste quand même un sujet lié à l'expérience. Et c'est pour cette raison-là que chez Vivelis, depuis 5 ans, on a beaucoup réfléchi à cette simplification en fait de ce premier moment en fait de confrontation avec le vin. Comment on fait pour déterminer le départ, le débit? Et du coup, sur la base de la matrice que je vous ai présentée, on a aujourd'hui un programme qui va permettre en fait d'aller sélectionner un programme d'apport qui est basé sur notre expérience et qui va être sélectionné sur la base de quel cépage, avec quel cépage je travaille. Est-ce que c'est un cépage résistant ou pas, sensible ou intermédiaire? Est-ce que c'est plutôt une sous-maturité ou une surmaturité, concentré ou pas? Donc là, vous reprenez tous les critères de notre matrice. Est-ce que je veux un style fruité ou un style structuré? Et à partir de là, une fois que la sélection est faite, on va avoir un programme qui va s'exécuter sur la base de notre recommandation. Donc ça c'est l'alternative, je dirais, à l'expérimentation personnelle que tout un chacun peut faire également. Hein. Nous, on a tous été formés chez Vivelis grâce à ça et qui permet justement de se retrouver face à sa cuve, verre à la main, dégustation du vin et de se dire, bon, c'est quoi la dose qu'il faut que je mette? Et tous ces outils-là, c'est plus des outils complémentaires, je dirais, qui vont permettre d'affiner le pilotage, mais qui vont pas permettre en fait de démarrer le travail correctement. D'où l'intérêt de continuer à rechercher le Graal de cet analyseur qui permettrait de savoir quelle quantité on peut apporter, est-ce qu'il va réduire ou pas en bouteille, enfin, toutes les questions que tous les vinificateurs se posent, c'est cet outil magique-là dont tout le monde rêve, mais qu'on n'a pas encore à notre disposition. Alors, une autre question, est-ce que la MND est un marqueur à suivre en vue de préjuger de l'aptitude de vieillissement des vins rouges? Alors, plutôt une question pour Alexandre. C'est un marqueur, c'est pas le marqueur, c'est un marqueur. Et c'est un marqueur aromatique. Les résultats que je vous ai présentés, en fait, font suite à 10 ans d'expérience. Donc, c'est vrai qu'on pourrait considérer qu'ils sont assez robustes pour pouvoir étendre ça à tous les vins. Mais chaque vin étant différent, nous travaillons en ce moment sur justement, on collecte les données pour faire le lien entre teneur en MND à T0 avant embouteillage et teneur en MND après quelques années d'embouteillage sur différents types de matrices. Donc à ce jour, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a un faisceau de présomption qui est fort. C'est pour ça que l'on continue à travailler sur ce sujet. Pour autant, je ne m'avancerai pas pour dire que c'est le Graal et que c'est la seule molécule, le seul paramètre à suivre pour préjuger d'un vin à vieillir longtemps ou pas. Mais on travaille dessus pour que demain ou peut-être après-demain, on soit capable de transférer cette connaissance-là et cet outil analytique auprès de gens qui seraient intéressés pour appliquer les résultats de la recherche. Donc oui. Ok. Quel est le meilleur moment pour apporter de l'oxygène à ces vins rouges? De mon point de vue en vinification et élaboration des vins, comme je le disais précédemment,
80% des apports doivent être réalisés le plus tôt possible. En fait, le vrai point de rupture, entre guillemets, qui va créer une différence en termes de type d'apport, ça va être le sulfitage qui suit la malolactique. Dès lors qu'on a passé ce stade-là, en fait, la réactivité, la capacité à créer ces ponts entre les anthocyanes et les tanins diminue. Et donc, on a vraiment ce besoin, je dirais, de l'apporter précocement. Et sur les cépages fragiles, le pinot noir, par exemple, c'est encore plus vrai. Et je dirais que sur ces cépages-là, moi, je préconise même un travail sous-mare pendant la vinification, où là, on va avoir un effet tampon qui va être important par le statut fermentaire, je dirais, qui permet malgré tout de travailler la matière première avec la stabilisation de la couleur, mais avec quelque chose de plus protégé, je dirais, par ce caractère. Quand on est sur des cépages plus résistants, où il y a un besoin, entre guillemets, de travailler plus sur les caractères végétaux, etc., là, il n'y a pas de question à se poser, il va falloir en apporter tout le temps. Mais en termes de cumul, ça sera forcément avant la malo et avant le sulfitage. Et après le sulfitage post-malo, là, on sera sur des apports très modérés et qui pourront être réalisés par une barrique. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité à faire du travail préparatoire avec l'oxygène en cuve de vinification et malo, et ensuite mettre le vin dans la barrique, puisque c'est des doses qui sont assez faibles et qui vont être compatibles avec l'élevage des vins. Et si jamais on n'est pas sur un élevage barrique, ben là, on pourra refaire la suite du travail en cuve, mais avec des doses qui sont à peu près équivalentes à celles de la barrique, c'est-à-dire à peu près un débit de l'ordre de 1 millilitre par litre par mois. On l'a vu tout à l'heure dans les diapos, on peut faire tout à fait la même chose avec la micro si on n'a pas la barrique dans son processus d'élevage. Eh ben, tant qu'on parle de SO2, là, j'ai une question de Marie-Agnès qui dit: comment prenez-vous en compte les baisses de SO2 par rapport à votre expérience? Est-ce que ça a changé vos pratiques, les seuils d'oxygène de ce que vous annoncez? Sur quel profil? En fait, si on observe des baisses de SO2, c'est qu'en fait, on a souvent dépassé les limites. C'est-à-dire qu'on a effectivement apporté plus d'oxygène que ce que le vin a été capable de faire. Donc, c'est là où, comme je disais tout à l'heure, dès qu'on on est dans le stade d'élevage post-malo, en général, on travaille sur des débits qui sont très faibles, en dessous du millilitre par litre par mois, donc équivalent à celui de la barrique. Et on n'a pas observé, dans ces contextes-là, de différence significative entre un apport qui serait lié avec un diffuseur de micro ou celui de la barrique. Donc, on a une vigilance qui est importante, je dirais, par rapport au SO2, mais pas plus importante que si on faisait de la barrique, de l'élevage en barrique par ailleurs. Si on observe une augmentation importante, une chute importante du SO2 libre, c'est souvent en relation avec une augmentation de l'oxygène dissous, et c'est là que le pilotage de l'élevage avec une mesure réalisée ponctuellement tous les 10 jours, tous les 15 jours, peut permettre justement de regarder si on n'est pas en train de sortir du cadre et justement d'éviter ces conséquences négatives qui seraient augmentation de la consommation du SO2 et du coup obligation d'en rajouter. Donc là, sur l'élevage post-malo, c'est clairement l'objectif, c'est pas de dissous et essayer d'éviter au maximum de faire de l'oxygène dissous pour éviter ces conséquences-là. Alors, du coup, là, il y a une autre question de Nicolas qui concerne aussi un autre. Je vous la pose. Comment piloter l'apport d'oxygène en fonction de la teneur de CO2 du vin? C'est sûr que si on est sur des niveaux de CO2 qui sont très importants, on peut avoir des problématiques de diffusion de l'oxygène. Mais si on est sur des vins avec des niveaux de CO2, je dirais classiques, aujourd'hui, on n'a pas forcément une adaptation du débit en fonction de ça. Dans tous les cas, je dirais que la façon de piloter l'oxygène est souvent liée à la dégustation et à l'évaluation justement de ces modifications dont on a parlé, l'arrondissement des tanins, etc. Donc, je dirais que c'est surtout ça qui va piloter en fait les ajustements des doses. Et donc, si on observe en fait des évolutions positives, c'est que les réactions se mettent en place. Et si on n'a pas d'augmentation d'oxygène dissous, c'est que tout l'oxygène que l'on apporte va être consommé par les vins. Donc, ça reste une approche assez empirique et les modèles qu'on a mis en place dans nos programmes prennent en considération cet empirisme. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de solution qui permette d'être plus fin en termes de pilotage que ça. Après, moi, c'est vrai que ça fait plus de 15 ans, 17 ans maintenant que je travaille sur ce paramètre-là. On a toujours au début un petit peu d'appréhension de savoir si on va dépasser les limites ou pas.
Les vins quand même, et les vins rouges en particulier, offrent pas mal de tolérance et je dirais qu'il n'y a pas une règle, une vérité absolue. C'est-à-dire que si on choisit un débit et puis que on hésite à 5 millilitres par litre près, ça va pas faire une énorme différence. Ça va éventuellement rallonger un petit peu plus le processus d'élevage, mais on va pas oxyder son vin juste parce qu'on fait ça. Là où c'est dangereux, c'est si on apporte 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que ce que le vin aurait besoin. Et là, on va forcément avoir des réactions négatives qui se mettent en jeu. Bon, le temps file, on va prendre une dernière question que je trouve intéressante. Le changement climatique oblige-t-il à de grosses adaptations lors des vinifications? Oui, de fait, on a dit tout à l'heure qu'il y avait une forte incidence de la date de récolte et en relation avec la réactivité des tanins sur la résistance à l'oxygène. Donc forcément, avec le réchauffement climatique, on va avoir ces caractéristiques qui vont changer, avec probablement plus de maturité. Alors, le choix pourrait être d'anticiper encore la date de récolte, mais bon, on a dans certaines zones des dates de récolte qui démarrent mi-août. Bon, là, il va commencer à falloir devenir un peu raisonnable. Donc, c'est clair que il va y avoir forcément des ajustements qu'il va falloir mettre en jeu, et avec une conséquence, à mon sens, qui va être probablement une diminution de la réactivité des tanins, mais comme je le disais tout à l'heure, une moins bonne stabilité de la couleur également. Donc, je dirais que pour ces deux raisons-là, il va falloir apprendre à mieux piloter l'oxygène sur ces raisins-là, et pour autant ne pas s'affranchir de l'apport d'oxygène, parce qu'on a la sensation que les tanins sont déjà soyeux et ronds, parce qu'en fait, ce sera des vins sur lesquels l'apport d'oxygène, même léger, modéré, va avoir une conséquence très très importante sur la stabilisation de la matière colorante, à contrario d'une récolte plus précoce où là, dès qu'on va apporter de l'oxygène, la stabilisation sera immédiate. Voilà. Bon, écoutez, je regarde l'heure, il est déjà midi. Il reste quelques questions, je vous les ferai suivre. Et puis, si vous voulez revenir vers ces personnes et peut-être leur répondre, ce sera, je pense, l'idéal, le mieux, parce qu'il est maintenant l'heure de terminer cet atelier en ligne du magazine Viti sur le thème de l'œnologie, sur un thème très intéressant qui est l'oxygène dans les vins rouges avec Vivélis et Diam. Alors, tout au long de ces présentations et de ces échanges, je pense qu'on a quand même réussi à tordre le cou à quelques idées reçues, notamment, je pensais à cette approche hyper protectrice quant à l'oxygène. Et puis, je crois que surtout, s'il y a une chose à retenir, c'est le côté cohérence, cette cohérence dans les itinéraires techniques qu'il faut vraiment garder toujours en ligne de mire. Voilà, suivant évidemment les objectifs que l'on se fixe. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, Alexandre. C'est un plaisir. Merci à tous. Merci à vous. Voilà, ce fut un plaisir, tout à fait. J'espère que c'était un plaisir partagé avec vous aussi. On a essayé de faire un webinaire le plus interactif possible. J'espère que ce format vous a plu. Pour la suite des événements, en ce qui nous concerne, eh bien, on se retrouvera le 6 mai en ligne pour un webinaire à propos de l'oxygène, mais ce coup-ci dans les vins rosés. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'oxygène dans les vins blancs, n'hésitez pas à reconsulter le webinaire que nous avions fait en novembre à ce sujet. Et voilà, après avoir autant parlé de vin, je trouve que ça donne soif. Et donc, ça va être l'heure de passer à table en s'ouvrant une bonne bouteille. Voilà de quoi se réjouir. Bon appétit et à bientôt. Merci. Au revoir.